Prenez une roue de vélo par son axe et faites-la tourner. Maintenant, essayez de la faire basculer. Vous sentez cette résistance? Cette force invisible qui lutte contre vos mains et veut rester dans le même plan? C'est le gyroscope. C'est une sensation physique concrète, presque magique. Alors, naturellement, quand quelqu'un vous demande pourquoi un vélo tient-il debout, vous répondez avec assurance, parce que les roues tournent. Effet gyroscopique, affaire classée. Et vous vous sentez bien. Vous avez l'impression d'être quelqu'un qui comprend la physique, parce que le mot gyroscope sonne intelligent. Ça sonne comme une explication. En plus, ça semble logique. Un vélo à l'arrêt tombe, un vélo qui roule reste droit. Qu'est-ce qui a changé? Les roues tournent. Preuve faite par l'évidence. Eh bien, j'ai une nouvelle pour votre certitude. C'est totalement faux. Et je ne parle pas d'une petite erreur de détail, de celles qui font dire à un professeur « Bon, techniquement, c'est plus complexe ». Non. Veut dire que c'est faux au sens le plus profond. Si vous supprimiez totalement l'effet gyroscopique, un vélo resterait quand même debout. Des ingénieurs ont d'ailleurs construit un tel engin, l'ont poussé dans un couloir, lui ont donné une pichenette latérale et ont regardé le vélo se stabiliser tout seul. Sans gyroscope, sans pilote, sans triche. Juste une machine qui n'est pas censée fonctionner et qui pourtant se porte très bien. Alors, qu'est-ce qui nous maintient réellement en équilibre? La réponse est l'une des choses les plus surprenantes de la mécanique classique. Elle se cache sous nos yeux, ou plutôt entre nos jambes, depuis plus de 150 ans. Mais avant de démolir le mythe, soyons justes envers ceux qui y croyaient. Ce n'étaient pas des idiots. C'étaient des génies parmi les meilleurs physiciens mathématiciens d'Europe. Un gyroscope, c'est n'importe quel objet qui tourne. Une toupie, une roue, la Terre elle-même. Quand vous faites tourner quelque chose, il acquiert ce qu'on appelle un moment cinétique. C'est un vecteur qui pointe le long de l'axe de rotation et qui déteste changer de direction. Pour le faire basculer, il faut appliquer un couple, une force de torsion. Mais l'objet ne bascule pas simplement là où vous le poussez, il précesse. Il tourne sur le côté, à 90 degrés de votre poussée. C'est de la physique solide, démontrable en 10 secondes avec une roue suspendue à une ficelle. L'histoire officielle disait donc ceci. Quand le vélo penche à gauche, la gravité applique un couple. La roue avant, agissant comme un gyroscope, ne tombe pas mais précesse, ce qui tourne le guidon exactement vers la gauche. Le vélo entame un virage, ce qui crée une force centrifuge qui le repousse vers la droite. Équilibre rétabli. C'est élégant, c'est propre, et c'est ce qu'on enseigne le vendredi après-midi quand il reste 5 minutes de cours. Le problème, c'est que l'élégance n'est pas une preuve de vérité. Le premier grand défi à cette théorie est venu d'un chimiste britannique nommé David Jones en 1960. Il a voulu construire un vélo inconduisible. Son premier cobaye, le gyroscope. Il a monté une deuxième roue avant à côté de la première, tournant en sens inverse. Les deux moments cinétiques s'annulaient parfaitement. Effet gyroscopique, 0. Jones est monté dessus, s'est élancé, et il n'était pas tombé. Il a roulé sans les mains, normalement. Le gyroscope n'était qu'un figurant. Mais alors, qui est le premier rôle? David Jones était à la fois ravi et frustré. Son vélo inconduisible était parfaitement conduisible. Si le gyroscope n'était pas le secret, il fallait chercher ailleurs. Il s'est alors penché sur une autre idée reçue, la chasse, ou ce que les ingénieurs appellent le trail, pour comprendre, imaginer un chariot de supermarché. Vous avez remarqué comment les petites roues pivotantes s'alignent toujours parfaitement dans la direction où vous poussez le caddie? C'est parce que le point de contact de la roue avec le sol se trouve derrière son axe de pivot. La roue suit le mouvement. Sur un vélo, c'est le même principe. L'axe de votre guidon est incliné. Si vous prolongez cette ligne jusqu'au sol, elle touche le bitume un peu, devant l'endroit où le pneu repose réellement. Cette distance s'appelle la chasse. La théorie classique disait, quand le vélo penche à gauche, cette géométrie de roulette de caddie force la roue avant à tourner vers la gauche. Équilibre rétabli. Jones a voulu tester les limites de cette idée. Il a construit l'URB3 avec une chasse énorme. Le vélo était si stable qu'il en devenait lourd, presque impossible à faire tomber. Puis, il a créé l'URB4 avec une chasse négative. La roue touchait le sol devant l'axe de direction, success. Enfin, un désastre technologique. Sans pilote, ce vélo s'écrasait lamentablement en quelques secondes. Jones pensait avoir trouvé la clé universelle. La stabilité, c'est la chasse. Sauf qu'il y avait un hic. Même sur ce vélo impossible, un humain pouvait toujours rouler en tenant le guidon.
La chasse expliquait pourquoi un vélo tient debout tout seul, mais pas le lien viscéral entre l'homme et la machine, c'est là que tout bascule. En 2011, une équipe de l'université de Delft, aux Pays-Bas, décide d'utiliser les mathématiques pures pour clore le débat. Ils ont repris les équations de Whipple, un cauchemar de calcul à 25 paramètres, et ont posé une question folle. Peut-on concevoir un vélo avec zéro effet gyroscopique été, une chasse négative qui reste stable? Les manuels disaient non. Les équations se disent oui. Ils ont construit l'engin, le TMS, un vélo aux roues minuscules, sans aucune aide gyroscopique ni géométrique. Ils l'ont poussé dans un couloir. Il a roulé. Il a même survécu à des chocs latéraux. Le mythe du gyroscope était mort. Celui de la chasse était enterré. Si ces deux forces ne sont pas nécessaires, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de nous étaler sur le bitume? Nous avons éliminé le gyroscope. Nous avons éliminé la chasse. Alors, au nom des lois de la physique, qu'est-ce qui maintient ce tas de tubes en aluminium debout? La vérité est bien plus subtile, plus organique. Un vélo n'est pas un objet statique en équilibre. C'est un système dynamique en état de chute permanente. La question n'est pas « qu'est-ce qui le tient debout ?», mais « qu'est-ce qui le force à tourner vers sa propre chute ?» Parce que c'est là que se cache tout le tour de magie. Le secret, c'est la distribution des masses. Plus précisément, la position du centre de gravité de l'ensemble avant, le guidon, la fourche et la roue, par rapport à l'axe de direction. Si cette masse est située juste au bon endroit, en avant de l'axe, la gravité devient votre allié au lieu d'être votre ennemi. Imaginez l'ensemble avant comme un pendule articulé le long de l'axe de direction. Quand le vélo est parfaitement droit, ce pendule est au repos. Mais dès qu'il penche d'un millimètre à gauche, la gravité attrape cette masse déportée et la fait basculer. Résultat, le guidon tourne à gauche, exactement là où il faut pour rattraper la chute. Vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Vous pouvez faire l'expérience avec n'importe quel vélo garé. Tenez le fonce-aisselle et inclinez-le doucement. Avant, elle tourne toute seule vers l'inclinaison. Sans vitesse, sans effet gyroscopique, sans pilote. C'est une réaction mécanique pure. Sur un vélo qui roule, ce mouvement du guidon déplace les points de contact des pneus sous le centre de gravité. C'est l'analogie du balai en équilibre sur la paume de votre main. Vous ne tenez pas le balai immobile, vous courez après sa chute. Si le sommet du balai penche à droite, vous déplacez votre main vers la droite pour remettre la base sous le sommet. Le vélo est un balai qui déplace sa propre main. C'est une conversation constante entre la chute et la récupération. Un dialogue silencieux, un zigzag élégant que nous ne remarquons même plus parce qu'il est devenu instinctif. C'est là que le génie de l'équipe de Delft a brillé en 2011. En ajustant chirurgicalement la répartition des masses, ils ont prouvé qu'on pouvait créer ce couplage inclinaison-direction sans aucune aide extérieure. La stabilité n'est pas une propriété fixe du vélo, c'est une propriété émergente de sa chute. C'est la preuve que la nature préfère souvent la redondance à sa simplicité. Le vélo a 3 ou 4 façons différentes de rester debout, et il les utilise tout en même temps pour s'assurer que vous ne finissiez pas dans le décor. Les équations qui décrivent ce mouvement, écrites pour la première fois par Francis Whipple en 1899, sont un véritable chaos mathématique. 25 paramètres qui interagissent dans un système de quatrième ordre. Pour un physicien, c'est une partition complexe où chaque note change selon votre vitesse. Ce que ces calculs révèlent, ce sont des valeurs propres. Des indicateurs qui nous disent si le système va s'équilibrer ou s'effondrer. À l'arrêt, le vélo est mathématiquement instable. C'est évident. Mais dès que vous commencez à rouler, le paysage change. Entre l'arrêt et la vitesse de marche, vous êtes dans le mode de louvoiement. Wave mode. Le vélo oscille, les zigzags s'amplifient et vous tombez si vous ne forcez pas sur le guidon. C'est pour cela qu'il est si difficile de rouler très lentement. Vous vous battez littéralement contre la physique. Votre cerveau doit travailler en surrégime pour compenser ce que la machine ne sait pas encore faire seule, puis, vers 15 per heure, la magie opère. Vous franchissez un seuil incisif. Les oscillations commencent à s'amortir d'elles-mêmes. Le vélo entre dans sa zone de confort, son sweet spot. C'est ce moment précis où vous pouvez lâcher les mains et sentir la machine filer droit, comme si elle savait où elle allait. Ce n'est pas une transition graduelle, c'est un basculement net dans les lois de la dynamique. Au-delà, à très haute vitesse, surgit le mode de renversement, capsize mode. Le vélo commence à pencher très lentement sur 10 ou 20 secondes. C'est si subtil que vous le corrigez par un simple mouvement imperceptible des hanches, sans même y penser, mais poussé encore plus loin,
et vous rencontrerez peut-être le redoutable guidonnage, chimie. Le guidon se met à vibrer violemment, 10 fois par seconde. Ici, le cadre fléchit, les pneus se déforment, et la mathématique pure rencontre la réalité brutale de la matière. C'est une expérience terrifiante où l'on comprend que la stabilité est un équilibre précaire. Tout cela nous mène à une conclusion fascinante. La stabilité d'un vélo est une propriété émergente. C'est comme demander pourquoi un avion vole. Ce n'est pas juste l'aile, c'est aussi la queue, la position du moteur et la vitesse de l'air. Le vélo est une chorale de forces redondantes. L'effet gyroscopique aide. La chasse aide. La répartition des masses aide. Enlevez-en une, et les autres prennent le relais. C'est une machine résiliente car elle ne dépend pas d'un seul secret, mais d'une coopération de phénomènes physiques qui chantent tous la même chanson. Tourne vers la chute. Mais il y a un dernier secret, peut-être le plus troublant de tous. Il concerne celui qui est assis sur la selle. Quand vous voulez tourner à gauche, que faites-vous? Vous tournez le guidon à gauche, n'est-ce pas? Faux. Pour aller à gauche, vous tournez d'abord brièvement le guidon vers la droite. C'est le contre-braquage. En tournant à droite, vous déplacez le point de contact des pneus vers la droite, ce qui force le vélo à pencher vers la gauche. Une fois que vous penchez, vous tournez enfin vers la gauche pour rattraper cette chute et stabiliser votre virage. Si vous demandez à 100 cyclistes, 99 vous diront le contraire. Pourtant, votre corps le fait des centaines de fois par trajet, sans que votre conscience n'en ait jamais reçu le mémo. Apprendre à faire du vélo, ce n'est pas apprendre à tenir en équilibre. C'est apprendre à tomber correctement. C'est là que réside la véritable beauté de la physique. Le vélo est une machine que nous avons perfectionnée par tâtonnement pendant 2 siècles, bien avant de comprendre les équations de Whipple. Les artisans et les cyclistes ont trouvé la stabilité par l'expérience, laissant aux mathématiciens le soin de courir après la réalité pendant 150 ans. Il y a une leçon ici qui dépasse le cadre du cyclisme. Dans notre quête de compréhension, nous cherchons un souvent tronc unique, un héros de l'explication. C'est le gyroscope, c'est la chasse, c'est l'ADN. Mais l'univers n'est pas une série de causes isolées, c'est une chorale. Le vélo reste debout grâce à une coopération de forces redondantes qui chantent ensemble. Si l'une s'arrête, les autres haussent le ton pour compenser. La prochaine fois que vous monterez sur votre vélo, prenez un instant pour ressentir ces micro-ajustements dans vos poignets. Sentez ce moment où, à 15 km/h, la machine semble soudainement s'animer et prendre soin de vous. À cet instant précis, vous ne faites pas que rouler, vous ressentez les mathématiques. Vous chevauchez un système dynamique complexe qui a défié les plus grands esprits de l'histoire. Le réel n'est pas simple, et c'est précisément pour cela